Bonjour à tous, on continue ces interviews sur la 23e édition du Private Equity Exchange. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 3 experts qui viennent de parler sur le thème des secrets du buy-side, donc ces transactions à l'achat, côté acheteur. Tout d'abord, à ma gauche, Lionel Gouget, vous êtes associé au sein du cabinet de management de transition Valtus. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous nous parlerez notamment, j'imagine, de la constitution de l'équipe pour gagner un deal. Notamment. Juste à ma droite, Patrick Mousset. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes associé au sein de Goling, cabinet canadien avec une présence internationale, mais pas aux US. Pas aux US. Voilà. Et vous faites notamment beaucoup de deals côté manager. Exactement. Voilà. Et donc vous êtes sur le marché. Management package, build-up et puis conseiller au fond de temps en temps, mais plutôt manager. Merci Patrick. Olivier Dardel, juste à ma droite. Merci d'être avec nous Olivier. Bonjour. Vous êtes MD au sein de Natixis Partners. Bon, une banque d'affaires qu'on connaît bien, très présente sur le marché, extrêmement visible, mid-cap, vous êtes dedans et vous en faites tous les jours, on va pouvoir en parler avec vous. Alors une première question, on sait évidemment, on en a parlé pendant la plénière, j'imagine sur votre panel, le marché est un peu dans un down cycle, en termes de nombre de transactions, en termes de value, pour autant il y a certaines transactions qui se maintiennent. Comment est-ce que quand on est acheteur, on arrive à tirer profit de ce genre de situation? Olivier, peut-être pour commencer. Merci. Tirer profit, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je pense que c'est plutôt une dichotomie qui est en train de se faire dans le marché entre des deals qui se font et des deals qui ne se font pas. Je m'explique. En gros, ce qui se fait, c'est ce que les fonds d'investissement peuvent faire parce que leur LP leur disent c'est le bon secteur pour aller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, tout ce qui est manufacturing, on n'en veut plus. Tout ce qui est service, mais service avec du B2C, on n'en veut plus. Donc ça veut dire qu'à contrario, ce qu'on veut, et donc ça va jusqu'au bout, et donc même s'il y a du down cycle, ça ira jusqu'au bout, c'est du service mais en B2B, et c'est principalement des choses qui n'ont pas d'actifs tangibles en France. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des secteurs comme la tech, qui était cantonné encore il y a peut-être jusqu'à 5 ans dans le venture capital, est devenu aujourd'hui un segment à part entière du LBO. Et aujourd'hui, tech, healthcare, mais healthcare B2B, on va dire que tout se fait, et tout se fait à des multiples relativement élevés. Si on devait donner pour tech et healthcare, B2B, si on devait donner un ordre d'idée de multiples, ça ne veut rien dire dans l'absolu, mais pour qu'on comprenne. Si, ça veut dire, je pense qu'aujourd'hui, sur la tech, on arrive à des multiples. Après, c'est sur quel agrégat on l'applique, et qui est un autre sujet. Mais si on prend l'agrégat qui est le plus proche de la proxy pour le cash flow opérationnel, qui est l'EBITDA, il n'y a pas un deal de tech qui se fait à moins de 15 fois, ça n'existe pas, je crois pas. Et donc, on va entre 15 et 30 fois. Même lecture, Patrick, de ton côté, quand tu conseilles notamment le management, le management doit être content de voir ce genre de multiples. On n'a pas de problème d'alignement de l'offre et la demande comme on peut l'entendre. Alors il y a deux sujets, à la fois sur le multiple et à la fois sur la période dont tu viens de parler. En fait aujourd'hui effectivement c'est une période de ralentissement en termes de rollover de LBO, mais ce n'est pas une période de ralentissement pour les managers, c'est parce que c'est une période qui leur permet peut-être de penser moins à la sortie, mais plutôt au build-up. Donc on est une période de build-up et de refinancement. Il y a quelques opérations qui étaient prévues en session et peut-être que les LPs ou les GPs n'ont pas été forcément très contents du prix ou espèrent plus. Donc la durée des opérations des deals est plus longue. Donc ça c'est un sujet assez important. Et sur les multiples, on se rend compte aussi, puisque les durées sont un peu plus longues, que parfois les multiples d'entrée ont été un petit peu élevés. Donc ce qui fait peut-être durer aussi le deal. Et des multiples, on parle de santé, tech, éducation, sont autour du 19, 20, ça dépend de retraite, mais c'est des multiples importants. Et aujourd'hui, on est sur une recherche quand même de build-up ou d'acquisition sur évidemment des multiples inférieurs, à la fois des build-up qui permettent d'élargir on va dire, le champ des possibles, ou des build-up qui permettent de construire et amalgamer. On reviendra tout de suite sur la notion de build-up pour savoir si c'est encore possible. Lionel, donc chez Valtus, vous trouvez les bons profils pour les bons jobs. Est-ce que véritablement le management de transition commence sur une offre, commence déjà sur l'équipe commando qu'on va mettre en face pour gagner un deal vis-à-vis d'un vendeur qui pourrait être, on va dire, sur un deal contesté, sur un beauty contest, s'il y en a encore? Alors en l'occurrence, nos missions peuvent commencer effectivement très en amont. Dès les phases effectivement d'exclus ou équivalent sur la constitution des plans d'action pour la période post-intégration, sur l'expert sectoriel dirigeant qui va pouvoir effectivement travailler à l'offre et à la constitution de l'offre
en parallèle bien évidemment de tous les experts autour des due deals, VDD, etc. etc. Et côté d'ailleurs sell-side, dans la constitution également de tout ce qui est data, on va intervenir très en amont des deals, dans cette partie effectivement en amont et dans la préparation, avant effectivement de passer dans cette phase de déclinaison et d'intégration dont on parlera un peu plus tard, je pense. Et sur cet aspect people, parce que au-delà du people, Lionel, tu as été DAF sous LBO à plusieurs reprises, donc on le précise tout de même. Est-ce que vous travaillez aux côtés des operating partners ou plutôt avec des fonds qui ne seraient pas équipés? Il y a les deux cas. En l'occurrence, c'est à la fois en parallèle d'operating partners et en particulier pour donner un éclairage, par exemple, sectoriel bien particulier, ou pour pouvoir intervenir sur des plans d'action vraiment très, très spécifiques. Et puis également, bien évidemment, avec des fonds qui ne sont pas outillés, donc vraiment dans les deux cas de figure. Merci Lionel. Les beauty contests, j'en parle à l'instant, s'ils existent encore, et on parlait d'allongement des durées des deals. Est-ce que, alors évidemment, quand on parle d'actifs extrêmement, on va dire, recherchés, visibles, il y a toujours du monde, mais est-ce que le beauty contest avec 3 tours et le process extrêmement concurrentiel qu'on a pu connaître sur le cycle d'avant, est-ce que c'est des choses qu'on voit encore ou quand je disais tirer profit, au contraire, on est un peu moins nombreux sur la ligne de départ parce que les gens regardent un peu moins vu que les exits traînent à arriver? Notre vision aujourd'hui, avec notre perspective et notre filtre entre guillemets de marché, c'est de dire que c'est vraiment une dichotomie qui s'accélère et qui s'amplifie. C'est qu'il y a vraiment des dossiers sur lesquels tout s'aligne parce que les LPs sont d'accord sur ces secteurs et donc les équipes de gestion vont se mettre dessus et de toute façon c'est un bon deal et on va être beaucoup dessus et il ne fera pas 3 tours. En fait, il y a un marché qui doit s'exprimer et donc ça accélère entre le premier et le deuxième tour. La préemption pure, c'est-à-dire avant le lancement d'un process, elle est quand même de plus en plus rare. Mais le process dans lequel tout s'aligne parce que toute la chaîne se dit que c'est le dossier ou le secteur qu'il faut faire, ça quand même, ça va vite, très vite. Tout le monde est prêt, tout le monde est sur la ligne de départ et généralement ça ne fait pas 2 tours. Ça accélère entre le premier et le deuxième. À l'opposé, quand toute la chaîne ne s'aligne pas et qu'il y a un petit trou dans la chaîne, c'est plus compliqué. Et là, des fois ça ne fait pas 3 tours, ça dure 6 mois, 1 an, voire parfois un peu plus. On est même au-delà. Et donc cette dichotomie, pour moi, elle s'est vraiment cristallisée cette année et en fait, on ne la voit pas se réduire, on la voit s'accentuer. Vous parliez de dichotomie sectorielle notamment pour imager tout cela. Il y a également une dichotomie sur la taille des deals. Le large cap, même sexy, a un peu plus de mal à sortir, on dirait. Oui, mais... Il y a plusieurs actifs large cap dans des segments intéressants, FIG notamment. Sauf si vous me dites que FIG n'est pas du tout à la mode. Non, du tout, mais le large cap, on le définit quoi? Au-delà de 2 milliards, on le définit où? On va dire au-delà du milliard. Oui, au-delà du milliard. D'abord, il y a peu d'actifs, c'est vrai. Et ensuite, c'est aussi qu'il y a peu d'acheteurs. Donc avant de sortir, c'est aussi ça, c'est que des acteurs industriels, parfois au-delà du milliard, il n'y en a plus trop. Des fonds, parfois, il n'y en a plus trop. Et donc, il faut vraiment sortir quand la fenêtre, là, s'aligne aussi. Et donc, parfois, au-delà du milliard, il faut que l'acheteur il vienne de l'étranger. Est-ce que c'est le bon moment pour que des Américains viennent en France sur certains secteurs? Sur la tech et tout ça, c'est pas un sujet. Mais quelque chose qui est lié à des normes où éventuellement l'administration française pourrait remettre en cause un certain nombre de sujets, même s'il ne le fait pas, le fait même qu'un risque existe, qui se pose la question, c'est pas le bon moment. Et donc peut-être qu'il vaut mieux attendre 1 an pour être sûr que l'environnement soit stabilisé, que les acheteurs qui viennent d'autres géographies se disent là aussi, moi je suis d'accord pour venir. Peut-être aussi pour ça qu'ils sortent moins, peut-être. En termes de secteur, je suis d'accord avec toi parce que post-pandémie, il y a eu un engouement pour certaines activités et un dégoût entre guillemets pour un autre type d'activité. Et on se retrouve coincé. Moi, j'ai des deals qui mettent du temps à sortir parce que c'est de l'industriel ou c'est la chimie, la pétrochimie. Et même si c'est un peu, on va dire, ESG, etc., il n'y a quasiment pas d'acquéreurs. Ils sont tous sur les sujets que tu évoquais. Bonne ou mauvaise région, j'en sais rien, mais moi j'ai des deals qui sont là depuis 1 an, on les ressent, on les remet. C'est un bel actif, mais il n'y a personne pour acheter. C'est quand même assez paradoxal. Oui. Parce qu'on se disait qu'avant, quand même, c'était l'actif qui était l'intérêt. Le deuxième sujet, c'est une période un petit peu intermédiaire, c'est que tous les refinancements, quasiment tous, quand on peut, parce que c'est un petit coup, prévoient la portabilité de la dette. Ce qui veut dire qu'on sait très bien que là, en ce moment, on refinance, donc on gagne un petit peu d'argent, même si ça a un certain coût. On prévoit la portabilité parce qu'on s'estime que si dans 1 an et demi, ça va aller,
on va gagner en rapidité puisque la dette est déjà là. Ils pourront se refinancer, mais il n'y aura pas le sujet de négociation de dette, il y aura le sujet de négociation package et les prix de vente. Et c'est quelque chose sur lequel, en fait, beaucoup de fonds se mettent, à la fois sur le coût économique, mais surtout parce qu'ils veulent être prêts et accélérer le process en cas de vente. Donc parfois les financements sont pour faire un peu d'économie, mais surtout pour se permettre d'avoir une préemptive, par exemple, ou un accélérateur. On va parler dans un instant du post-succès. Une dernière question peut-être. Comment est-ce que, côté lawyer, côté banquier, quand on est en buy side, c'est le thème de votre intervention, comment est-ce qu'on prend en compte un BP qui est construit dans une situation aussi tendue, que ce soit sur des sujets de financement, de refinancement, d'inflation, macro, international. C'est vrai que tout n'a jamais été toujours très rose, mais là on ne peut pas dire que ce soit un scénario rose. Comment est-ce qu'on... Voilà, on est en buy side, on doit conseiller son client. Comment est-ce qu'on arrive à envisager un BP dans ce contexte? Alors, on va recadrer entre guillemets ma réponse sur le fait qu'on va s'adresser là à des acheteurs qui sont des acheteurs financiers et des acheteurs qui sont des fonds d'investissement. Donc un fonds d'investissement, il rentre et il sort. Donc la question, ça va être déjà... Quel est l'exit? Voilà. Et le BP, je vais dire, il va découler de tout ça. Et donc, est-ce que je dois reconsidérer le BP en fonction de l'exit? Si je sais qu'il y a beaucoup d'acheteurs industriels et fonds, le BP en soi, on va redevenir à des choses plus simples. Mais si on sent qu'il y a une sortie qui est beaucoup moins liquide, entre guillemets, il faut réfléchir à est-ce que le BP, on doit le réorienter pour trouver plus de liquidité à la sortie. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, vu les multiples payés, parce que les multiples n'ont pas baissé quand les transactions se font, voire même ils ont augmenté, la croissance organique ne suffit pas. Et si la croissance organique n'est pas délivrée pour des raisons de Covid, de législation, d'environnement économique, il faut que les build-up, et donc la croissance externe, compensent le manque de croissance organique. Donc les BP aujourd'hui, c'est une partie de l'équation, mais c'est surtout à côté, c'est que ce que le BP ne le dit pas. C'est ce que j'ai suffisamment de build-up à faire pour compenser un éventuel baisse de mon BP. Avec le bémol que le financement étant un petit peu plus cher, on a vu des build-up presque relutifs dans une belle période, c'était formidable, on achetait et en plus les performances s'amélioraient. Là, c'est quand même moins le cas. Et oui et non, parce mais que il faut y aller. Oui, mais oui et non, parce que j'allais presque dire non, parce que dans cette dichotomie, les deals qui se font à des multiples relativement élevés, et donc les build-up de sociétés plus petites seront toujours relutifs, parce que quand vous faites une acquisition d'une boîte de tech entre 15 et 20, il y a aussi une notion de taille dans la tech, parce qu'une fois qu'on a amorti le market leader, les points morts, etc., oui, exactement, et donc après tout tombe dans le bottom line. Et donc la taille reflète un certain multiple, et donc logiquement, si vous allez faire des build-up plus petits, vous allez avoir un arbitrage de multiples. Et donc cette machine-là, c'est ce qui explique au fait que cette dichotomie elle s'accélère. Merci beaucoup Olivier. Oui. Lionel, je me retourne vers toi, comme je te le disais. On a parlé de la place du management de transition dans les deals, mais ça ne s'arrête pas là. Bon, après, ça va. Donc ça c'est effectivement dans ce qu'on disait, dans l'alignement, la vitesse d'exécution et dans la préparation, bien évidemment, côté sell side et côté buy side, pour effectivement contribuer à l'alignement des planètes. C'est effectivement cet aspect de professionnalisation de la gestion des transformations. C'est-à-dire qu'au-delà du BP, il y a l'intérêt de l'acquisition, il y a l'intérêt des opérations, des transformations, des projets de transformation. Et on voit énormément actuellement à la fois les aspects de build-up, mais également d'intégration de build-up, avec des aspects pour dégager les synergies, à la fois sur la ligne du haut, bien évidemment sur la top line, mais également sur la partie coût et sur la partie efficience, etc., et dans la partie gestion. On va évidemment intervenir dans toutes ces phases de façon très très importante. On va intervenir de façon très importante dans l'aspect capital humain et dans l'aspect faire en sorte que les équipes puissent fusionner de façon intelligente et productive et de façon très rapide. Rien de pire que de faire du build-up qui soit effectivement empilé les uns sur les autres et qui ne donne pas lieu effectivement derrière à un vrai plan de transformation. On va pouvoir effectivement gérer ces phases de transformation qui ne sont pas prévues à l'origine avec des transformations de plus en plus rapides, qu'elles soient en macro de type sectoriel ou bien sur les aspects d'inflation à gauche, à droite. Énormément d'enjeux de structuration et de transformation. Quel est le profil, et c'est ma dernière question parce qu'on me dit qu'on a terminé, quel est le profil le plus
le plus recherché par un fonds de PE dans ce genre de situation transactionnelle? Toi, ce que tu vois au quotidien? Alors aujourd'hui, clairement, le DAF tout-terrain qui va effectivement aider à préparer les éléments, qui va préparer effectivement toute la logique des bits to cash, les aspects de transformation avec une vraie logique opérationnelle pour participer à la transformation. Et le deuxième, ça sera sur les aspects de direction générale avec des aspects très sectoriels et des optiques de PMI ou équivalent. Merci Lionel. J'avais une petite chose à rajouter quand même. Mais je t'en prie Patrick, voilà. Ce sera le mot de la fin. Exactement. Non mais je vois qu'il y a eu un paradigme et un changement d'attitude aussi avec les operating partners. Il y a quelques années, c'était vu comme l'œil de Moscou, celui qui allait prendre la place des dirigeants. Et aujourd'hui, les operating partners sont vraiment là pour aider. Et c'est là où toi, tu interviens aussi. C'est que c'est plus non plus la personne qui vient vous, quand ça va mal, c'est celle qui vient vous aider à développer. Je me souviens de Pacte il y a quelques années où on n'en voulait pas, où il fallait absolument une décision du dirigeant et puis pas les payer, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus normé et c'est moins. Donc on est dans une période de croissance où on accepte aussi l'intégration d'autrui. Merci infiniment à tous les trois. On vous retrouve dans un instant pour la suite des festivités. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour ma part, je vous retrouve dans un instant pour la suite des programmes. Vous êtes à la 23e édition du Private Equity Exchange sur Be Smart for Change.